One, two, three, ho! Eh les gars, on doit parler de quoi déjà aujourd'hui ? On fait la suite du plan vélo, ce qu'on avait fait la semaine dernière. On a fait quoi déjà la semaine dernière ? Bonne question. Bah, les gars, vous réécouterez l'émission la semaine dernière. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode 8 et aujourd'hui autour de la table, on a Kika, comment ça va ? Ah bah ça va bien, merci, et toi ? Heureux. Florian, heureux ? Oui, heureux, comme toi, non ? Et mon compagnon de toujours, fondateur de l'émission, comment ça va mon copain ? Mais super bien. Alors c'est parti, aujourd'hui on va continuer de parler du plan vélo du gouvernement français avec l'ultime chapitre, Kika, qui est la culture vélo. Exactement, parce que le développement d'une culture vélo passe par différents points. Il y a d'abord la sensibilisation des enfants à la pratique du vélo, l'apprentissage précoce des règles de circulation et bien sûr la promotion des bienfaits du vélo. Pour ce faire, plusieurs actions seront mises en place de manière à ce que le réflexe vélo puisse être adopté naturellement dès le plus jeune âge. Parmi ces actions, on peut trouver le développement de la sécurité à vélo. En effet, le comité interministériel à la sécurité routière a acté la généralisation du savoir rouler. La mesure consiste à apprendre aux plus jeunes comment se déplacer à vélo en toute sécurité. Plusieurs acteurs ont la responsabilité de cette tâche. On peut citer le ministère de l'Éducation nationale, les fédérations sportives, les associations promouvant l'usage du vélo, les moniteurs cyclistes et les collectivités. Ainsi, à l'horizon 2022, la généralisation du dispositif permettra aux jeunes entrant en 6e de maîtriser parfaitement la pratique autonome et en sécurité du vélo. Un deuxième point est le déploiement de plans de mobilité scolaire. Le but est de sécuriser les trajets des élèves entre leur domicile et l'établissement scolaire. Parce qu'on le sait bien, c'est vraiment un des points les plus importants des trajets à vélo. Ouais. Surtout quand il y a un blocos de voitures autour de l'école aux heures d'entrée et de sortie. Exactement. Donc en plus du temps que tout le monde attend, en attendant que tout le monde fasse la queue, les enfants sont en danger. Donc les enfants pourront ainsi se rendre de manière plus autonome dans leurs écoles. L'État soutiendra donc la construction et le déploiement de premiers plans de mobilité scolaire en 2019. Ouais, ça va aller C'est vite. bientôt. Un autre effet direct de cette mesure est que cela apportera également une plus grande sécurité aux piétons, en diminuant le trafic automobile aux abords des écoles. Ce qui aura également comme effet le développement d'itinéraires dédiés et encadrés du type pédibus et vélobus. On sait bien que le but profond de la démarche est de permettre aux gens de modifier leurs habitudes et de leur en donner les moyens. Le ministère des Sports et le ministère des Solidarités et de la Santé vont également conjointement poursuivre la promotion de l'activité physique, car on le sait bien, le vélo, c'est bon pour la santé. Pour finir, l'État s'engage également à faciliter l'inclusion des nouvelles mobilités dans l'organisation de la mobilité. C'est-à-dire que la loi d'orientation des mobilités donnera les outils nécessaires aux collectivités afin d'encadrer l'implantation de nouveaux services sur les voiries publiques, tels que les vélos ou trottinettes en libre service et sans station d'attache. Cette loi rendra également plus accessible aux fournisseurs de services d'information les données décrivant les réseaux cyclables, les données de disponibilité en temps réel des vélos en libre service, ainsi que les données relatives aux services de location et les stationnements dans les gares ou les pôles d'échange. Les modalités d'ouverture des données telles que format, mise à jour, contribution financière éventuelle feront l'objet de concertations entre les différents acteurs. Mais nous pouvons nous attendre à une entrée en vigueur dès fin 2019 pour les principales villes et fin 2020 pour les autres. On se réjouit déjà de voir ça. En théorie, ça semble chouette, mais personnellement, je suis un peu dubitative. Dès que l'État émet des promesses, il dit qu'il va se bouger, mais on sait jamais trop dans quel sens ça va aller. Ou s'ils vont danser la samba, ou encore nous envoyer valser. Vous en pensez quoi, vous les copains ? Réelle info ou encore du pipeau ? Je pense que c'est déjà vachement bien qu'ils se lancent là-dessus, parce qu'avant il y avait que dalle. Donc déjà là on en parle et on dit que le vélo c'est une solution des déplacements, alors qu'avant il y avait rien du tout quoi. Même quand il y avait des statistiques, on parlait des déplacements avec les transports en commun, avec les piétons, avec les voitures, on parlait même pas du vélo quoi. Le vélo c'était quelque chose qui n'existait pas, et là ça commence à rentrer dans les mœurs, et moi je trouve que c'est déjà vachement bien. Il faudra voir si c'est adopté par le public, parce que l'État peut mettre ça en place, mais est-ce que le public va l'adopter et va adopter le vélo ? C'est ça qu'il faut voir. C'est tous les enjeux de la culture vélo, d'apporter que le vélo ça rentre dans notre culture quoi. C'est ça qui va être dur. Montrer aux enfants dès le plus jeune âge que le vélo c'est chouette et c'est pratique. Surtout que c'est important parce qu'il y a un truc qui est grave, c'est qu'il y a de moins en moins d'enfants qui savent faire du vélo. Au fur et à mesure des années, le nombre d'enfants qui savent faire du vélo il baisse. Ça veut dire que c'est des adultes aussi qui auront peur de se mettre à faire du vélo plus tard. Du coup c'est pas bon pour les années à venir. Donc le fait d'inciter à faire du vélo dans les écoles c'est bien quoi. Ouais, puis je pense qu'il y a les mères de famille qui ont peur aussi, parce que c'est pas
tout à fait sécuritaire le vélo aujourd'hui, avec comme on disait, l'encombrement devant les écoles des voitures. Ouais. D'ailleurs, j'aurais bien aimé alors peut-être ça serait une idée pour plus tard, mais que comme c'est fait en Belgique, où on bloque des rues aux heures d'entrée et de sortie des classes, la rue est bloquée. La rue de l'école est bloquée. J'ai ça dans mon village. Ouais. Et je trouve ça vraiment génial parce que du coup, quand on va à pied ou à vélo, c'est beaucoup plus sécurisé. Puis même pour les personnes qui viennent en voiture, ça leur fait marcher 100 mètres et je pense que ça leur fait du bien aussi. Puis du coup, peut-être elles se disent ah ouais, mais je me gare à 100 mètres de toute façon, donc autant que j'y aille direct à pied, quoi. Moi, je pense que ça, c'est une bonne mesure qu'il faut mettre en place. Puis en plus, c'est quelque chose qui passerait vachement bien parce que tant que tu parles de sécurité, tu sais, il y a des trucs où ça souffre pas la contestation, quoi. Genre, si tu dis c'est pour la sécurité des enfants, personne peut te dire oh non, c'est bon, on va te faire foutre. Non, la sécurité des enfants, t'es obligé de dire ah ouais, ok, d'accord. Tu peux pas ne pas être d'accord. Non, mais il y a plein de trucs, c'est pour l'égalité homme-femme. Alors, ouais, bien sûr. Sinon, si t'es contre ça, t'es un sexiste. Donc, tu peux faire la même chose, c'est pour la sécurité des enfants. Ça passe. Donc, je pense que c'est une bonne idée d'agir avec ça pour la cause du vélo. C'est vrai que j'ai également remarqué que les vélos en service comme ça, que les gens peuvent prendre sans autre, ça marche aussi assez bien parce que par exemple pour les petits déplacements, les gens quand ils voient les trams bondés, quand ils n'ont pas forcément de voiture ou qu'ils veulent aller en ville, ils savent un peu l'encombrement que c'est. Et du coup, ils n'hésitent pas à prendre des vélostations, ça leur évite d'avoir à acheter un vélo, avoir à l'entretenir, de connaître d'autres choses également sur le vélo et puis ils se disent voilà, je fais juste mon trajet, ça les implique moins. Et j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent ça. D'ailleurs, les touristes également. Oui. Il y en a de plus en plus, même les trottinettes et tout ça. Là, je reviens de Vienne, il y en avait partout des trottinettes. J'en ai jamais vu. Ah ouais, les trottinettes, comme tu peux les louer, en fait, les débloquer avec ton téléphone portable. Ça se fait tout simplement. Okay. J'ai justement été surprise de voir qu'ils allaient aussi mettre des trottinettes, parce que ça, c'est quelque chose que j'avais pas encore vu jusque-là. J'avais vu les stations de vélo, mais pas encore les trottinettes. Donc, à Paris, ça se développe déjà pas mal. Hein. Ouais. C'est des trucs privés, c'est des initiatives comme ça qui n'ont pas été. Je suis pas sûr que la mairie soit partie prenante dans ce truc-là. Ça a été mis en place par des sociétés privées, puis ça marche, quoi. Vous savez qu'à Amsterdam, il y a même des bars à vélo. Où les gens boivent et pédalent en même temps, tout en buvant leur bière. Ouais. On en reparlera. Ça peut être le futur. Hein. Je vous propose de faire un petit résumé maintenant du plan vélo en 9 points. Les choses qui m'ont paru les plus marquantes dans tout ce qu'on a raconté. Alors pour faire le résumé, tout d'abord, il y a numéro 1, il y a 9 points. Donc le numéro 1, c'est un fonds national. C'est-à-dire qu'il va y avoir des sous, et donc c'est 350 millions d'euros qui sont débloqués. À mon sens, évidemment, c'est pas assez. Hein. On développe beaucoup plus d'argent pour, par exemple, la voiture électrique. Alors quand on voit ce que ça rapporte le vélo, à mon sens, 350 millions, c'est pas du tout à la hauteur des enjeux, surtout quand on voit ce que ça rapporte sur le long terme. C'est pour les 5 prochaines années, donc peut-être qu'après ce délai, il y aura d'autres investissements qui se feront aussi. J'espère, parce que vraiment les sous, l'argent que ça fait économiser, le fait de mettre en place du vélo, parce qu'un vélo ça n'abîme pas la voirie, quoi. Du coup l'entretien des routes, etc. C'est énorme au niveau macroéconomique, l'impact de l'augmentation du vélo pour les économies. Alors, j'espère qu'on va mettre ça en place, surtout qu'en Hollande ils ont décidé de passer au vélo dans les années 70 pour être autonome au niveau du pétrole, pour plus avoir à subir les crises du pétrole, une énergie qui vient d'ailleurs, quoi. Du coup, pourquoi est-ce que nous, on ferait pas ça aussi en France, en sachant que ça va être une ressource qui va manquer de plus en plus. Le deuxième point, c'est le développement du réseau. Donc l'entretien de ce qui existe déjà, la construction de nouvelles pistes, d'améliorer les connexions, etc. Parce que combien de fois on arrive, t'as une piste cyclable, une bande cyclable en fait, et puis dès que tu arrives au rond-point, paf, la bande elle disparaît. C'est au milieu de nulle part. Et puis aussi, j'ai vu qu'il y avait un point sur la construction d'autoroutes à vélo. Alors je sais pas où, mais si en Hollande, qui est un pays extrêmement densément peuplé, ils sont 450 habitants au mètre carré, je crois, enfin en kilomètre carré, ou 250, enfin bon, c'est beaucoup plus dense que la France, on est 110. Si dans des pays super densément peuplés, où il y a vraiment une pression de construction, une pression urbaine au mètre carré, très forte, eux ils réussissent à mettre autant de pistes cyclables, pourquoi est-ce qu'en France on a de la place, on n'y arriverait pas? Mais ce qui serait bien vraiment, c'est qu'on arrête d'artificialiser les routes et puis qu'on remplace des routes qui sont pour les voitures par des routes pour les vélos. Tout à fait. En augmentant le nombre de vélos, de pistes cyclables, on réduit l'espace dédié à la voiture, du coup on artificialise moins les milieux. Exactement. Le troisième point, c'est dans les rues, les zones vélo, tout ce qui est zone de rencontre, etc., où les piétons sont mélangés avec les cyclistes, où il n'y a pas de voiture.
on aura le droit de rouler à deux de front sans que ça soit illégal. Sans accroc. Sans être obligé de se garer quand il y a une voiture derrière. Mais ce qui ne nous empêche pas d'être quand même sympa, et quand on est à deux de front, qu'il y a une voiture qui peut doubler derrière, de se rabattre et d'être cool, quoi. Donc légalement, on aura le droit de le faire, mais franchement, faut pas que ça nous empêche d'être correct, quoi. C'est pas parce qu'on a la loi avec nous qui... Ça n'empêchera pas les voitures de nous bousculer. Non, voilà. Le 4e point, c'est le marquage des vélos. Donc ça va... le fait qu'on ait des espèces de plaques d'immatriculation gravées sur les vélos, ça va au niveau de la sécurité, c'est une bonne chose. Mais pas de carte grise. Non, ça n'est pas une carte grise, on insiste lourdement. Ce n'est pas une carte grise, ça n'a rien à voir. Mais au moins avec ça, on aura plus de chances de pouvoir récupérer nos vélos. On sera pas flashé avec. Non, ça n'aura rien à voir. Mais tu sais que j'ai essayé une fois, ça, tu parles de ça. Je savais que j'étais dans une petite route de campagne qui était en descente, et je savais qu'au bout de la descente, il y avait un petit village. Alors je me suis dit, je vais essayer de dépasser les 50 juste pour le plaisir de faire un excès de vitesse à vélo. J'en ai toujours rêvé aussi. J'ai pédalé comme un fou, et puis au moment où je commence à m'approcher, je vois le panneau, et juste derrière le panneau, c'était écrit 70. Donc j'ai pas pu faire mon excès de vitesse, quoi. T'as pas pédalé plus fort? Ah, j'étais à 53 km/h, j'étais à fond, j'en pouvais plus. 5e point du plan vélo, la fin des places voitures près des passages piétons. Alors ça, c'est un truc génial. Ça, ce serait chouette. C'est-à-dire que pour augmenter la visibilité, donc la sécurité des piétons, parce que des fois quand on est piéton, on s'engage sur le passage piéton, il y a des voitures qui sont garées juste à côté, et du coup la visibilité, nous on est gênés, on voit moins bien, et enfin nous le piéton, et nous le cycliste, enfin le cycliste ou l'automobiliste, on voit moins bien le piéton parce qu'il est caché derrière la voiture. Et du coup à la place de ces stationnement voiture, on mettra des stationnements vélos parce que les vélos sont plus bas, du coup ça améliorera la visibilité, la sécurité pour tout le monde, et on aura beaucoup plus d'emplacements un peu partout pour les vélos. Là vraiment je trouve que c'est une idée simple mais vraiment géniale. Le 6e point, donc plus de stationnement vélo, donc il y aura ceux à côté des passages piétons, mais aussi au niveau des nouveaux bâtiments, il y aura des normes où on sera obligé de construire des places pour les vélos, et également au niveau des anciens bâtiments, quand il y aura des réfections... Ouais, c'est ça qui est bien dans ce plan-là, c'est que tous les points qui concernent la sécurité, eh ben, il faudra remettre à niveau toutes les structures qui existent. Ouais. C'est ça, c'est pas à partir de maintenant, c'est tout ce qui est neuf, on le construit comme ça, non, mais tout ce qui est déjà construit, il faut qu'on le mette à niveau. Et puis c'est pas trop contraignant non plus en disant dès maintenant vous êtes obligé de tout changer, on laisse faire les choses, quoi. Ça c'est plutôt une... c'est une adaptation de ce qu'il y a déjà en fait. Voilà, c'est une transition douce. Une transition douce. Et pour les entreprises aussi, il faudra qu'elles aient suffisamment de place pour héberger 15% des salariés à vélo. Le 7e point, c'est le forfait mobilité, c'est-à-dire que si vous venez au boulot à vélo, vous pouvez demander à votre boss qui vous file une prime jusqu'à 400 €. Enfin, c'est pas exactement une prime, c'est un encouragement. Un encouragement. Oui. Et pour votre boss, s'il paye des impôts, il y aura... exonéré de charges sociales pour l'entreprise. De charges sociales, voilà. Mais d'impôts pour le particulier. Alors, par contre, ce qui est embêtant pour moi, qui suis dans une petite association qui ne paye pas d'impôts, c'est que moi je pourrais rien avoir, quoi. Je pourrais pas demander à mon boss. Donc heureusement que je suis militant parce que je viendrai quand même à vélo. Donc ça c'était le point numéro 7. Il y avait aussi la possibilité pour les entreprises de financer les vélos des employés. Ah, il y avait ça aussi. Il y avait ça aussi, oui. C'est-à-dire que l'employeur pourra participer à l'achat d'un vélo. D'accord, ok. Ce qui existe déjà en Suisse, dans pas mal d'entreprises, même dans les communes, pour l'achat d'un vélo à assistance électrique, l'employeur, les communes peuvent participer financièrement. Ok. Alors le 8e point, c'est les vélos à l'école primaire, c'est ce que tu viens de dire, Kika. Donc l'incitation, la création dès qu'on est petit d'une culture vélo. Voilà, le vélo c'est un mode de déplacement, apprendre à faire du vélo. Et apporter les conditions nécessaires à ce que cela puisse se faire. Ouais. Et puis enfin voilà, j'espère que ça fera des émules, puis que ça sera pas juste une incitation, enfin un développement de la culture du vélo, pas que dans les écoles, quoi. Que ça sera... Je sais pas, qu'on financera les documentaires sur le vélo, des trucs comme ça. On a pu voir qu'au niveau du recyclage, ça marche assez bien. Ils ont pu justement donner des cours aux élèves dès le plus jeune âge. Ma fille, elle a 5 ans, elle a déjà eu justement tout un petit cours sur le recyclage et tout. Puis ils apportent des documentations à la maison. Et puis les parents qui, par exemple, n'ont pas encore été vraiment informés de tout ça ou qui n'ont pas bien intégré le sujet, disons, et eux justement ils se retrouvent confrontés à leur enfant beaucoup plus jeune qui leur met ça un peu dans la gueule, tiens. Maintenant il va falloir changer tes habitudes, et je pense que justement le fait de toucher les enfants aussi jeunes vis-à-vis de la pratique du vélo, ça peut aussi faire réfléchir les parents d'une autre manière que si ça vient de quelque chose d'extérieur. Il faut faire du vélo, c'est souvent un peu... Voilà. Puis en fait on leur apprend aussi à ce que ça devienne un réflexe. Oui. C'est-à-dire que dès que l'enfant voudra sortir, voudra aller quelque part,
il réfléchira même plus en fait. Le vélo, c'est comme s'il y allait à pied. Ses pieds, c'est son vélo, quoi. Il fait partie de lui. Mais c'est vrai qu'on a le réflexe, enfin, pas moi en tout cas. La plupart des gens, c'est tu sors, tu vas quelque part, c'est la voiture. On se pose même pas la question, même s'il y a 500 mètres, on prend la voiture. Mais c'est vrai que moi perso, franchement, le vélo, c'est mon réflexe primaire. Si je dois partir quelque part, je pense tout de suite au vélo. Ouais. Et c'est après, je me dis, ah ouais, mais attends, il y a quand même 15 bornes. On va voir quoi. Et alors le dernier point, attends, j'étais en train de me dire 350 millions d'euros dans le premier point là. Est-ce que des fois ils financeraient pas non plus des émissions radio qui parleraient du vélo pour la culture? Donc voilà, c'est juste un aparté. Écris-leur. Le 9e et dernier point, et ça va nous permettre de faire une transition sur le sujet suivant de l'émission. Les éclairages multiples, c'est-à-dire qu'on s'adapte à ce qui est fait maintenant. Alors avant, il fallait que le vélo soit éclairé, c'est-à-dire lumière devant, lumière derrière, tout ça. Maintenant, on dit on peut aussi le mettre sur le cycliste, parce que moi j'ai une petite lampe qui clignote que je peux mettre sur ma poche arrière, sur les fesses, et puis ça clignote, ça se voit très bien. Et puis il y en a aussi qui sur la casquette, ils peuvent mettre un. Oui, c'est frontal, oui. Ouais. Une petite ou sur le casque aussi. Oui, ou sur le casque, ouais. Ouais, ça serait mieux normalement. Du coup, voilà, il y a... Les enfants, mettez un casque à vélo. Voilà. Enfin, du coup, la législation s'adapte à ça. On n'est pas obligé d'avoir la lumière maintenant uniquement sur le vélo. Et ça nous permet de faire une transition sur la deuxième partie de l'émission, qui va être l'éclairage, parce que nos enfants, nous rentrons maintenant dans une période sombre. Oui, il fait beaucoup plus nuit que jour en ce moment. Du coup, l'éclairage, ça devient important maintenant. Enfin, il y a un moment qu'il faut mettre les lumières. Et je voulais vous poser une question. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne un catadioptre? Comment ça marche ce truc-là? Comment ça se fait que ça fait de la lumière? Un cata quoi? Un catadioptre. Allez, c'est la minute inutile. Vélo vire, vélo volte. Où va la vie? Vélo va. Le catadioptre. Le catadioptre a été inventé en 1917 à Nice par Henri Chrétien pour l'armée qui désirait un dispositif de communication que l'ennemi ne pouvait pas intercepter. Il en dépose le brevet sous le nom de cataphote en 1923. Considérons maintenant un système composé de 3 miroirs placés à angle droit dans les 3 plans de l'espace, formant un trièdre. Lorsque la lumière atteint l'un des miroirs, elle est renvoyée vers le deuxième, puis vers le troisième, puis vers l'émetteur. Grâce à la perpendicularité des miroirs, les angles des réflexions successives se compensent, de manière à envoyer, à la fin, le rayon parallèlement au rayon incident, avec un léger décalage lié à la distance entre le point d'entrée du rayon sur le premier miroir et le point de convergence des miroirs, décalage le plus souvent négligeable. Ceci constitue un système optique dit catoptrique, relatif à la réflexion de la lumière. Une lentille placée devant cet assemblage permet de focaliser le rayon à l'entrée, lui permettant de moins se disperser en retournant vers l'émetteur. La lumière subissant au moins une réfraction, le système optique est dit catadioptrique. Les bandes réfléchissantes que l'on trouve sur les vêtements sont, elles, composées de microbilles de verre. Le catadioptre est un dispositif de sécurité obligatoire dans certains pays ou fortement conseillé sur les vélos. Il est aussi utilisé sous forme de boule de verre pour baliser les routes ou les tunnels et possède le grand avantage d'être un système passif qui ne nécessite ni gros travaux pour la pose, ni source d'énergie, ni pièces mécaniques, et sous cette forme réfléchit la lumière dans toutes les directions. Ce dispositif ne produit pas de pollution lumineuse et semble le moins perturbant pour la faune. Il ne contribue pas aux halos qui sont une nuisance pour la pratique de l'astronomie ou le plaisir d'admirer le ciel nocturne. Des études nord-américaines portant sur le phénomène de roadkill ont montré que des catadioptres renvoyant une partie de la lumière vers les abords pouvaient diminuer la mortalité animale sur la route en alertant les mammifères s'apprêtant à traverser une route de nuit alors qu'un véhicule approche. Mais ce dispositif perd de son efficacité à l'aube et au coucher du soleil, heure où les collisions sont les plus nombreuses. Où va la vie? Vélo va. Catadioptre. Attention. Qui c'est qui est capable de l'épeler sans faire de faute d'orthographe? C'est parti, je vous écoute. C-A-T-A-D-I-O P-T-R-E. Ouais, bien Arnaud, ouais, c'est ça. C-A-T. Et en fait, moi je croyais que c'était. Au début, je croyais que c'était catadiop. Enfin, je disais n'importe quoi quand j'étais petit jusqu'à ce que je le vois écrit catadioptre. Ça vient du grec kata, qui veut dire en arrière, en renvoyant. Et puis dioptre, qui veut dire le miroir. Okay. Hein, voilà, c'était juste pour placer un peu ma science. Florian, tu nous as préparé un truc sur la législation en France. Comment ça se passe au niveau de la lumière? Ouais, on n'est pas tous au courant de ce qu'on doit faire. Pour la lumière. Ouais, pour la lumière. C'est un peu dommage, mais tout le monde n'a pas la lumière à tous les étages. Bien dit. Alors, pour circuler la nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un vélo doit porter hors agglomération. Là, c'est hors agglomération, je sais pas, dans les agglomérations. Donc, un gilet de haute visibilité homologué avec un marquage de CE, donc conformité européenne. D'accord. Okay. Voilà, donc c'est pas forcément un gilet jaune. Autant qu'aujourd'hui, les gilets jaunes, les autorités françaises leur tapent dessus. Donc... en gros, quand t'es à la campagne... On peut mettre un gilet jaune à vélo sans se faire taper dessus C'est difficile en ce moment, il faut attendre un peu que ça passe là. Donc, si l'orange, le vert...
Mais donc en gros ça veut dire que quand tu fais du vélo à la campagne, quand il n'y a pas de lampadaire, enfin que c'est pas éclairé, tu dois mettre Voilà, c'est ça. un gilet réfléchissant. Alors dans les agglomérations, c'est pas précisé. Ça t'empêche pas de le mettre en agglomération. Voilà, exactement. C'est pas obligatoire dans Ouais, dans c'est ça. l'agglomération. Donc voilà. Et donc si on respecte pas cette obligation de mettre un gilet jaune, orange ou vert, ben on peut recevoir une amende qui irait jusqu'à 75 €. Ah quand même. Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Ouais, voilà. Ah, il y a des Donc, trucs à se faire parce que moi je suis souvent hors la loi. Je savais pas en même temps. J'habite où Alors, sinon, tout vélo doit être muni de manière permanente, donc même le jour, d'un ou plusieurs catadioptres arrière, de catadioptres orange visibles latéralement, donc sur les roues, voilà, sur les roues, de catadioptres blancs visibles de l'avant. Ouais. Donc voilà, on l'a pas toujours celui-là. Ouais. De catadioptres de couleur orangée sur les pédales. Bon, généralement on l'a ceux-là. Ouais. Sauf quand ça se décolle. Pas croiser un flic qui soit de mauvaise, hein. Ouais. Parce que je crois que l'amende va être salée. Ouais, je crois que la plupart des catadioptres à l'arrière aussi rouge. Ah Normalement, il me oui, c'est semble. vrai, Si. sous la selle, souvent il y a ça, ouais. En fait, Si, il faut on avoir peut des le catadioptres mettre, de tous les ouais. côtés, ouais. Mais là, c'est pas précisé. Il me semblait l'avoir vu, mais non, je le retrouve pas. Non, mais bon, en tout cas, je pense que la plupart on est hors la loi, moi, par rapport à ça. Et Mais tu vois, grâce à ça, il y a quand même une différence entre les automobilistes et les cyclistes. C'est que l'automobiliste, il réfléchit tout le temps. T'as dit l'automobiliste. Le cycliste, il réfléchit tout le temps. D'accord. donc, sinon, les catadioptres, si vous en avez pas partout, comme il est demandé, vous pouvez en récupérer dans les magasins de vélos. Ils peuvent en donner, ils en ont trop souvent quand ils réparent des vélos, ou même aller voir l'association d'utilisateurs de bicyclettes la plus proche de chez vous. Vous la retrouvez sur le site internet de la fédération des utilisateurs de bicyclettes, la FUB. Voilà. La nuit, on est obligé d'avoir un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche. Alors non éblouissante, il faudrait que la loi s'applique aussi aux voitures envers les vélos. Ouais. Par exemple, que les voitures enlèvent les pleins phares quand ils croisent en vélo, ce Donc, serait pas mal. à quand l'égalité vélo-voiture ou non, à quand les pleins pouvoirs pour les vélos. Sinon, on est obligé la nuit d'avoir aussi un feu de position arrière qui doit être nettement visible de l'arrière lorsque le vélo est utilisé. Donc pas d'obligation à l'arrêt. Mais non clignotant, il me semble. Ah, De ce que c'est pas j'avais précisé, connu, mais... de ce que Ah, j'ai c'est vu, vrai c'était non clignotant. Ah, c'est quand même Moi, je mieux fais exprès de le mettre clignotant pour qu'il soit plus visible, parce qu'une lumière rouge qui bouge pas, je J'ai trouve pas vu que- ça. Surtout que c'est quand même pour moi le feu, le Tout à fait. Non, phare le plus important. Ouais. Voilà. Après, si votre vélo tracte une remorque, elle doit être équipée d'un catadioptre, ou de plusieurs même, de chaque côté, si sa largeur dépasse 1,30 m. De lumière aussi. Et pour plus de visibilité, oui, de lumière, c'est encore mieux. Mais c'est pas obligatoire, ouais. Et d'ailleurs, si vous devez acheter un vélo neuf, sachez qu'un vélo doit obligatoirement être vendu avec un éclairage réglementaire. Et la vente d'un vélo sans éclairage constitue une infraction qui peut être signalée à la DGCCRF. Vous savez ce que c'est ? Direction Non, vas-y, générale surprends-nous. des CCRF. Attends, moi je lis Des sur la feuille cyclistes. de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Voilà, Direction générale de la Ah, ça a l'air concurrence, consommation et de la sympa, aussi répression des sympa que son fraudes. nom. Et puis tout cycle peut également être muni à l'arrière et à gauche d'un dispositif écarteur de danger. Voilà. Ah oui, C'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Les Ah trucs oui. orange, là, avec un... Oui, en plastique, oui. En tout cas, le non-respect de ces obligations en termes de lumière et de catadioptres est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 33 €. Ah, quand même. Donc Ah ouais. un gilet c'est 75 € et des lumières et catadioptres c'est moins, c'est 33 €. Alors en Suisse, c'est un petit peu moins réglementé qu'en France. Mais il y a une campagne nationale en Suisse qui s'appelle Made Visible, qui est menée par le Touring Club Suisse, par le Bureau de prévention des accidents, le Fonds de sécurité routière, ProVélo et l'Agence Transport et Environnement, qui eux, chaque année, placardent sur l'espace public, à peu près à l'automne, quand les jours commencent à raccourcir, des panneaux Made Visible où on nous dit, mettez des lumières, soyez visible, rends-toi visible quand tu es sur la route. Et ça s'adresse pas seulement aux cyclistes, ça s'adresse aux piétons, ça s'adresse aux joggers, aux skateurs. Donc tout le monde est concerné parce que tout le monde, à un moment ou à un autre, se retrouve sur l'espace public, quoi. En France, il y a un peu la même opération, il y a Cyclistes Brillés, donc début novembre aussi, où du coup les associations d'usagers de la bicyclette essayent de faire la promotion des lumières sur les vélos, et ils font souvent ils organisent des balades vélos tout illuminées aussi, voilà, c'est début novembre. Made Visible, c'est pas seulement pour être visible la nuit, parce que le cycliste doit être visible de jour aussi, ce qui est très important. Et par exemple, est-ce que vous savez comment est-ce qu'il faut prendre ou se placer dans un rond-point ? Ah, ouais, Moi, je me mets au milieu. Ouais.
juste Métro avant le Florian. rond-point. C'est au pas à milieu. droite, sur la droite? Non, au milieu. Au milieu? Au milieu, Ouais. pour être Parce dans le que, champ de vision des exactement. voitures et tu t'en fous. Ils ont qu'à ralentir derrière, mais tu te places au milieu. C'est pas le temps. Ouais. Puis après, justement, le risque, c'est que des voitures veuillent dépasser par la gauche. Alors si on tourne à gauche, après, ça devient C'est vite ça. dangereux. C'est ça. Et puis bien sûr, elle conseille aussi toujours d'indiquer la direction dans laquelle tu vas tourner, surtout si tu tournes à gauche. Il y a une petite vidéo sympathique qu'ils ont faite l'année passée, une petite vidéo de promotion. Est-ce que vous connaissez Otto? Alors c'est un bulldog, il est péruvien et il fait du skateboard. Ah oui, c'est vieux ce truc-là. Ouais. C'est vieux, mais l'année passée, ils ont fait une vidéo de promotion justement de l'éclairage où on le voit à skateboard avec des roues illuminées, un collier réfléchissant. Donc elle est vraiment très, très bien faite la vidéo, je vous invite à la regarder. C'est vrai que de plus en plus, je vois maintenant dans les balades le soir, les gens, ils équipent leurs chiens de colliers fluorescents, ouais, de choses comme de ça. gilets, de choses, ouais. Ouais, comme quoi, ça s'applique à tout le monde. Tout à fait. C'est pas seulement les humains qui doivent être visibles sur la voie publique. Passons à la rubrique un peu d'histoire. Nous allons apprendre l'origine de la dynamo. Un peu d'histoire. Création de la dynamo. C'est en 1876 que furent conçues les premières lampes pour bicyclettes. Elles équipaient les grands billes et les tricycles et fonctionnaient à l'huile ou à la bougie. Elles étaient montées à l'avant sur une suspension à ressort permettant d'amortir les chocs tout en conservant la lampe en position verticale. En 1896, les lampes à huile sont remplacées par des lampes à gaz acétylène. Bien que conçues dès 1888, les premières lampes électriques ne devinrent fonctionnelles qu'en 1898. Elles étaient constituées d'une ampoule incandescente et d'une batterie au plomb. Puis les batteries au plomb furent remplacées par des piles sèches. Et c'est en 1823 que le visionnaire Robert Bosch introduit la lampe à dynamo pour vélo sur le marché. Il existe aujourd'hui 3 types de dynamo. La dynamo dite bouteille, pour sa ressemblance avec une bouteille et qui se fixe sur le flanc du pneu. La dynamo sous base, qui se monte sous le pédalier, son galet frotte sur la bande de roulement du pneu. Et plus récemment, la dynamo moyeu, contenue dans la roue avant du vélo. Il s'agit en réalité d'un alternateur, non d'une dynamo au sens strict du terme. Cette dernière invention utilise moins d'énergie de pédalage et demande donc moins d'efforts de la part du cycliste. Non, c'est vrai que la dynamo avant c'était quand même pénible. Ça te prend toutes tes forces et tout ça quand tu pédales, t'as l'impression d'être dans une côte. Je peux comprendre que dans le temps on n'ait pas trop envie de mettre la dynamo. Mais maintenant, avec les éclairages à LED, les tout petits machins, là on a plus de. Il y a plus de bonne excuse pour ne pas avoir de lumière sur les vélos quoi. La pile? Ah bah ouais, mais c'est des toutes petites piles. Je me souviens quand j'ai commencé au collège à mettre les premiers systèmes autre chose que les dynamos. Les machins, ça se fixait pas, c'était avec des sangles, ça tenait pas, t'avais fait 200 mètres avec les vibrations, c'était par terre, il fallait mettre 4 piles R6 là-dedans, après quand tu l'enlevais de ton vélo, tu le remettais dans ta poche, ça te faisait un gros truc derrière, tu pouvais pas les enlever, non, alors maintenant, on n'a plus d'excuses, on est obligé de mettre ces petites diodes là, ça coûte presque rien, ça dure longtemps, ça consomme pas d'énergie, c'est génial quoi. Il y en a même des Pitié. rechargeables par USB. Oui, ouais, j'ai ça Ouais, sur moi la... j'ai pris ça maintenant parce que... T'arrives au boulot, tu la recharges et puis tu repars. Ouais. Quoi. Voilà. Exactement. Faut juste y penser. Et ça consomme rien maintenant que c'est des LED par rapport aux petites ampoules qu'il y avait avant quoi. Et ben on va conclure là-dessus les copains. La semaine prochaine on se retrouvera avec une émission sur la paix dans le monde. Est-ce que le vélo peut apporter la paix dans le monde ? Moi j'ai une petite idée de la réponse. Oui. Ouais. Oui, ça rend paisible. Et ben d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas, pour sauver l'humanité, Faites du vélo.